J. Krishnamurti, at the outset of his life's work some 40 years ago, said that his only concern was to set men absolutely, unconditionally free. In the talk, Krishnamurti is asking for a particular kind of participation on the part of the audience. He is not giving a predetermined lecture to which the audience listens with agreement or disagreement. He is not presenting a point of view. He is not doing propaganda for an idea, belief, or dogma, for leading the audience to a particular conclusion. Instead, the speaker and listeners together are exploring the human problem. Krishnamurti was born in South India. At the age of 16, he was brought to England, where he was privately educated. He began to speak along his present lines in 1929, when he repudiated all connections with organized religion and ideology. Since that time, Krishnamurti has continued to travel the world, writing, teaching, and discussing. He is the author of many books, among them The Agency of Change, Freedom from the Known, The Flight of the Ego, and New Are the Worlds. The following talk was given at Ojai, California, on April 8, 1972. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans une petite ville comme celle-ci, je ne sais pas comment vous l'appelez, qu'il y a tant de petites églises, tant de mythes différents, tant de conceptions religieuses, fantaisistes différentes, formules qui divisent les gens. Et c'est la même chose partout dans le monde. Allez n'importe quel petit village, ville ou ville d'Europe, c'est le même. Le christianisme divisé en lui-même, religion exotique, mythe qui dure depuis des siècles, qui meurt maintenant, et de nouveaux mythes se forment. Et aller en Inde ou en Asie, c'est pareil. Tout brisé, divisé. Chaque individu recherchant une fantaisie, un mythe, un concept religieux ou une croyance ou un dogme, selon son tempérament particulier, névrosisme, aux croyances fantaisistes et plein d'espoir. Et quand on considère tout cela, sagement, avec vigilance, en regardant tout cela, on se demande ce qui rassemblera l'humanité. Pas, évidemment, croyance. Pas, évidemment, une formule particulière sur lequel nous pouvons nous quereller, différer, argumenter dialectiquement ou accepter un leader, un gourou, une exportation exotique et mythologique. Et quand on peut voir que le monde, c'est-à-dire les êtres humains, sont divisés religieusement, nationalement, politiquement, économiquement, et de toutes les manières possibles, chacun presque contre l'autre. Il y a des révoltes,
Noir contre blanc et violet contre le bleu, et ainsi de suite. Et quand tu te demandes, en regardant tous ces phénomènes extraordinaires, cela se passe dans le monde. On se demande ce qui rapproche l'homme, ce qui amènera une bonne relation entre les êtres humains, afin que nous puissions tous vivre en paix. Parce que c'est notre terre, pas la terre chrétienne ou la terre des peuples du pétrole, ou la terre de l'homme d'affaires, ou la terre du catholique, du protestant. Wesley et Dieu, c'est quoi d'autre? Et quand vous regardez ceci, les cheveux longs, les cheveux courts, le hippie et le non-hippie, l'homme d'affaires, l'artiste, le prêtre, les différents groupes méditatifs. Chacun affirmant sa propre forme particulière de chemin de méditation, ou que leur croyance ou dogme mènera à une expérience particulière et réalisation, et ainsi de suite. En y regardant, tout homme sérieux, je veux dire par ce mot un homme qui est complètement engagé à la résolution du problème qui divise les êtres humains et dans l'espoir de rassembler les gens, n'appartenant à aucun groupe en particulier, engagé dans une action particulière, à un homme aussi sérieux. Quelle est la réponse? Vous savez, si je peux vous faire remarquer, ce n'est pas un divertissement. Ce matin, assis, ensemble ici, nous ne nous divertissons pas. Nous ne sommes pas amusés ou stimulés intellectuellement. Nous sommes, je l'espère, des personnes sérieuses concernées par un monde dévastateur, avec les horreurs qui se passent dans le monde. La pollution, la surpopulation, l'expansion économique qui va détruire le monde. Et si vous êtes sérieux, et j'espère profondément que vous l'êtes, ne pas vouloir se divertir, mais voulant savoir quelle est la bonne action. Que faire en tant qu'être humain vivant dans ce monde terrible, dans ce monde d'une immense douleur, destruction, violence? Alors peut-être que toi et moi pouvons faire un voyage. Dans ce problème énorme et complexe de l'existence humaine et sa relation à un autre. Maintenant, quand vous regardez tout cela, pas d'un point de vue particulier, en tant qu'Américain, en tant que catholique, protestant, comme socialiste,
ou appartenant à un groupe particulier en tant qu'être humain concerné. Ne pas essayer de le résoudre selon un concept, une formule. Mais en observant cela, on voit que la pensée en est responsable. Pensée qui a fait des choses extraordinaires dans ce monde. Technologiquement, scientifiquement, économiquement, la pensée a produit des résultats extraordinaires. La construction des merveilleux ponts sur une large rivière, aller sur la Lune. Et aussi la pensée a fait des choses terribles. Tous les instruments destructeurs de la guerre, la division du peuple, donc, d'une part, vous voyez cette pensée. Tout le mécanisme de la pensée a produit le monde extraordinaire de la technologie. Confort, soi-disant civilisation. Et aussi, cela a donné des résultats terribles. Cette division parmi les gens, au niveau national, économique, religieusement, et ainsi de suite. La pensée est responsable de la division de l'homme. Et nombreux sont ceux qui disent que la pensée doit être tuée. Nombreux sont ceux qui disent « agissez spontanément sans réfléchir ». Nombreux sont ceux qui disent « comme la pensée est toujours conditionnée, conditionnant cette pensée mieux, comme les communistes, comme les derniers psychologues et d'autres. Autrement dit, la pensée dans son action est responsable du comportement. Si ce comportement est violent, agréable, beau ou moche, la pensée est responsable du comportement humain. Et il y en a beaucoup qui maintiennent, qui affirment contrôler, façonner l'esprit humain selon leur conditionnement particulier. Les communistes, les Mao, etc. Et espérer ainsi susciter une action juste et coopérative. Pour que les choses terribles que nous faisons les uns aux autres peut prendre fin.
J'espère que nous suivons tout cela. Comme je l'ai dit, nous faisons un voyage ensemble. Et nous partageons ensemble ce que nous voyons au cours du voyage. Et pour partager ensemble, il faut être tous les deux intensément conscients. Non seulement ce qui se passe dans le monde extérieurement, mais aussi ce qui se passe intérieurement. Le partage implique que nous nous rencontrons au même temps, au même niveau, avec la même intensité, sinon il n'y a pas de partage. Et nous ne sommes ni en désaccord ou d'accord. Nous n'acceptons ni cette formule, ni cette formule, ou cette opinion, ou cette opinion. Ensemble, nous examinons, enquêtons. Explorer les phénomènes extérieurs, ainsi que le processus intérieur de notre propre existence. Ainsi que le processus. Ils sont tous les deux importants. Et ce mouvement de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est ce que nous allons examiner ensemble, partager ensemble, et voyez si nous pouvons, pendant ces deux pourparlers, ce dont je doute beaucoup, mais peu importe, si nous pouvons comprendre et donc résoudre cette division qui existe entre les êtres humains, qui est la cause même de tout conflit, à la fois extérieurement et intérieurement. Intérieurement, nous sommes fragmentés, brisés. Extérieurement aussi. Et en explorant et en examinant ce qui se passe, il faut, me semble-t-il, non seulement être conscient, mais aussi être capable de voir clairement. Nous devons donc comprendre ensemble ce que nous entendons par observer le monde extérieurement avec toutes les horreurs, avec toutes les belles choses, les guerres, la pollution extérieurement et intérieurement le conflit, la lutte, la bataille constante. Pour le voir clairement, et que signifie voir clairement, observer. Je pense qu'il est très important de comprendre cette chose, ce que signifie observer. On observe, n'est-ce pas, à travers sa propre image que l'on s'est construit. Soit héréditaire, soit personnellement, selon son tempérament particulier, idiosyncrasie et ainsi de suite. Autrement dit, lorsque vous regardez un arbre,
Et il y a tellement de beaux arbres ici. Quand tu regardes ces arbres, vous regardez à travers l'image que vous avez de cet arbre. Essayez-le. Regardez-le. Vous verrez que ce que vous observez l'arbre grâce aux connaissances botaniques que vous avez acquises. Vous regardez cet arbre en le nommant. L'aimer ou ne pas l'aimer. Alors, vous regardez à travers une image et ne pas regarder directement l'arbre. Pour observer une chose extérieure comme un arbre ou la montagne ou l'oiseau ou le vol d'un aigle est relativement facile. Mais pour observer, pour voir ce qui se passe intérieurement, cela devient beaucoup plus difficile. S'il vous plaît, pendant que nous parlons, faites-le. Pas simplement écouter une série de mots ou d'idées, puis éloignez-vous-en. Mais si vous expérimentez réellement ce qui se dit maintenant, alors vous verrez comment. Quand tu te regardes tel que tu es, vous n'avez pas que les images qui vous ont été remises à travers la tradition, à travers le passé, mais aussi vous vous regardez à travers différentes images que vous avez créées sur vous-même. Donc, vous n'observez jamais réellement ce qui est. Vous observez toujours avec les yeux de ce qui devrait être. Ou en observant à travers une formule, par une croyance, par une idéologie, ou par diverses formes de conditionnement. Il devient donc extrêmement difficile de s'observer soi-même. D'observer réellement ce qui est. Et comme nous allons enquêter ensemble ce phénomène de conflit humain en division, cela devient extrêmement important. Si vous êtes sérieux, découvrir par soi-même l'acte d'observation. Parce que si vous observez avec votre vision traditionnelle, avec vos réponses conditionnées, comme catholique, comme protestant, comme Dieu, les innombrables divisions que chacun de nous a créées, alors vous ne voyez pas du tout. Vous voyez l'image que vous voulez voir à travers l'image que vous avez créée. Et un tel esprit qui essaie d'observer est incapable de provoquer une révolution radicale en soi. Parce qu'une révolution psychologique est nécessaire. Bien plus important que la révolution physique, que la révolution économique ou la révolution sociale.
Révolution psychologique. Une transformation totale de l'esprit et du cœur est nécessaire. Parce que c'est la cause profonde de tout phénomène extérieur et changement. S'il n'y a pas de changement profond et radical en soi, en tant qu'être humain, tout ce que vous faites extérieurement sera conditionné par votre état intérieur. Si vous êtes intérieurement confus, mort, conditionné, petit être humain étroit et de mauvaise qualité, quoi que vous fassiez extérieurement produira une société de mauvaise qualité, une société corrompue. Et nous accordons une importance considérable au changement extérieur. Nous voulons des changements extérieurs. Il doit y avoir un changement total extérieurement, socialement. C'est assez évident. La fin de la guerre, la fin de la pauvreté, la division extérieure des êtres humains en nationalités, en gouvernement souverain, et ainsi de suite. Extérieurement, il doit y avoir un changement profond et radical. Parce que, comme le disent également les scientifiques, si nous continuons comme nous sommes, en expansion économique, polluer la terre, les mers et l'air, la surpopulation et ainsi de suite, dans environ 70 ans, nous détruirons la terre et nous-mêmes. Donc, il doit y avoir, si vous êtes sérieux et que vous êtes entré dans ce très profondément, essayez de résoudre ce problème. Pas seulement Lénine, Trotsky ou Staline ou Mao ou un dernier psychologue, mais si vous êtes en tant qu'être humain, approfondissez ce problème pour savoir comment résoudre ce problème. Alors, vous trouverez, comme vous le voyez, qu'il doit y avoir dans chaque être humain une révolution psychologique radicale. Les deux, le mouvement vers l'extérieur et vers l'intérieur, doivent aller de pair. Et le mouvement vers l'intérieur est bien plus important que l'extérieur. Je pense que c'est assez clair. Et pour provoquer cette profonde révolution intérieure, au plus profond de sa conscience, il faut avoir les yeux pour regarder. Se regarder très clairement. Et tu ne peux pas regarder. Si vous regardez à travers les yeux d'un psychologue en particulier, ou une formule particulière, si vous êtes communiste, socialiste, oh Seigneur, et tout le reste, vous ne pouvez pas regarder. Je pense encore une fois, c'est assez clair et simple. C'est seulement l'homme qui n'est pas engagé, qui est libre de regarder
qui n'est pas tenu par une opinion particulière ou une connaissance particulière ou une expérience particulière. Seule une telle personne peut observer réellement ce qui est. Et quand vous observez, la pensée devient le facteur central. La pensée qui est la réponse de la connaissance, de l'expérience, de la mémoire, et cette pensée scientifiquement et ainsi de suite. A créé un monde extraordinaire. Et la pensée a aussi créé les différents dieux et sauveurs et mythes. Vous êtes chrétien parce que vous avez été conditionné de cette façon, qui est le résultat du conditionnement de la pensée dans une culture particulière, selon des dogmes, croyances, rituels religieux particuliers, comme en Inde, comme en Asie. Ils font exactement la même chose. Seulement là, on l'appelle l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islam. Ici, cela s'appelle le christianisme. Mais c'est le même phénomène qui divise les gens. Et là où il y a division, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, il doit y avoir conflit. Ok? Est-ce clair? Allons-nous ensemble à partir de là? Parce que, vous savez, messieurs, dans une belle vallée comme celle-ci, et c'est l'une des plus belles vallées du monde, vivre ici et pour voir cette beauté et savoir que cette beauté sera détruite par des êtres humains parce qu'ils veulent se développer. Ils veulent plus d'argent, plus de plaisir, plus de tout. Et la terre est détruite. Par notre stupidité, par notre cupidité, par notre désir d'un plus grand plaisir. Et penser, s'il n'est pas très clairement compris, va provoquer notre désastre. Alors, nous voyons ce qu'est la pensée et combien la pensée est importante. On ne peut pas exister sans réfléchir. Vous ne pouvez pas fonctionner normalement, facilement, sans réfléchir. Pour aller chez toi, prendre le bus, le train, l'avion, vous devez avoir la capacité de penser. Ainsi, la connaissance à un niveau devient essentiellement importante. Mais cette connaissance même peut être utilisée pour créer une division parmi les gens.
La pensée fonctionne naturellement, effectivement, complètement, quand le moi, qui est une autre fonction de la pensée, intervient dans les connaissances pratiques. Est-ce que tout cela est grec pour vous? Nous allons ensemble. Regardez, monsieur. Nous avons besoin de connaissances du monde, des nerfs, de l'air, scientifique, et ainsi de suite. Nous en avons besoin. Mais aussi la pensée a créé l'idée du moi. Le moi qui est différent de vous. La pensée a divisé le monde en tant que toi et moi, nous et il. Et quand le moi opère, fonctionne dans le champ de la connaissance, alors cela crée des méfaits. Ok? Autrement dit, comment est l'esprit pour fonctionner efficacement et vraiment dans le domaine de la connaissance et garder le moi, l'ego, la personne, l'individu, la petite entité qui fait tout le mal du monde. Pour garder cette entité complètement hors de fonctionnement dans le domaine de la connaissance. Vous avez de quoi je parle? Suis-je clair? Vous partez à la fin de la conférence, vous allez poser des questions, alors je vais continuer. Je ne sais pas si tu n'as pas remarqué combien nous sommes terriblement égoïstes. Combien nos activités sont terriblement égocentriques. Et à moins qu'il y ait un changement radical dans cette activité, vous ne pouvez pas créer un nouveau monde. Et donc, les idéologues ont dit, car ce moi ne peut pas être changé. Laissez la pensée qui crée le moi s'identifier au plus grand, qui est Dieu, qui est l'État, quelle est la nationalité, qui est une idéologie particulière, parce que le moi n'interfère pas avec l'action. Les idéologies sont donc devenues extrêmement importantes afin d'empêcher le moi particulier d'agir. Vous avez compris? Le moi qui crée le mal dans le monde, qui cherche perpétuellement le plaisir. Le moi effrayé, coupable, frustré, anxieux. Et pas de religion. Aucune société n'a résolu
ce problème. Ils ont transféré le moi au paradis, assis à côté de Dieu, ou être sauvé, et ainsi de suite. Mais le moi continue toujours. Alors, ils ne l'ont pas résolu. Des religions, cultures ou toute activité sociale particulière. Ils essaient de le résoudre de manière communiste. Ils disent l'État est important, pas vous. Servez l'État, servez le peuple. Et si vous ne le faites pas, vous êtes soit envoyé en Sibérie, envoyé dans des hôpitaux psychiatriques ou liquidé. Lorsque la pression de la menace est supprimée, le moi sera de nouveau opérationnel. Alors, quand tu vois tout ça, voir clairement, pas avec les yeux flous, n'espérant pas le résoudre, car alors, si vous ne pouvez pas le résoudre, vous tombez dans le désespoir, vous devenez déprimé. Mais quand vous le voyez réellement tel qu'il est, et j'espère que nous le faisons maintenant, alors nous allons découvrir, se poser la question. Comment penser? Fonctionner le plus efficacement possible. Objectivement, tout le temps, sans le moi. Entre guillemets. Le moi peut-il être totalement résolu? Le moi, l'ego, la personne, peut-il, l'individu qui veut s'exprimer, est donc insatisfait, misérable, malheureux, égoïste. Ce moi peut-il prendre fin? Sachant que les êtres humains, à travers les âges, ont essayé de différentes manières de résoudre cette question. Par l'adoration de Dieu, par l'identification à une idéologie particulière, le moi à mettre de côté à travers la famille, à travers une communauté, à travers un État. Nous avons essayé tous les moyens. Supprimez-le, contrôlez-le, disciplinez-le, détruisez-le. Chaque façon que nous avons essayé, et nous n'avons pas pu le faire. Et dans ce pays, le moi est devenu extrêmement important. Parce que si vous avez observé dans cette société aisée, tout le monde recherche un plus grand plaisir, de plus en plus de plaisir, qui est la poursuite de moi. Et quand ce plaisir est contrarié, il y a de la violence, de la colère, de la frustration. Et ce sens de la recherche du plaisir se propage à travers le monde. Alors, comme nous disions, les êtres humains ont essayé par tous les moyens de dissoudre ce moi. Et ils n'ont pas réussi. Peut-être y a-t-il une autre façon d'en arriver là. Et nous allons enquêter. Une approche différente de ce problème. Tu comprends? Autrement dit, là où il y a conflit, il y a division.
Intérieurement, extérieurement. Là où il y a harmonie, il n'y a pas de conflit. Maintenant, ce qui provoque la division, intérieurement comme extérieurement. Parce que si cette division peut être résolue, le conflit prend fin. Sûrement, la division comme contradiction, auto-contradiction, division comparative, se comparant à une autre. Et par conséquent, dans cette comparaison, il y a conflit. Vous suivez cela? Là où il y a une mesure qui est une comparaison entre moi et un autre, il y a division. Et là où il y a division, il y a conflit. Autrement dit, quand je me compare avec toi, tu es plus intelligent, plus brillant, plus ceci et cela. Alors, il y a division en moi. Et cette division devient agressive, se sent inférieur, se met en colère, compétitif pour être comme toi. Donc, cette division intérieurement entraîne des conflits. Maintenant, voyez-vous cela? Ou voyez-vous cela comme une description verbale? Vous comprenez ma question? Suis-je clair? Le voyez-vous réellement par vous-même? Sans l'image verbale que l'orateur a créée pour vous. Et à travers cette image, vous le voyez. Ou le voyez-vous directement, non verbalement? Si vous le voyez directement, non verbalement, alors votre action est instantanée. Regardez, monsieur. Si vous voyez un danger, vous agissez instantanément, n'est-ce pas? Si vous voyez un hockey, il y a de l'action. Cette action a été provoquée par le conditionnement que tous les hockey sont venimeux, sont dangereux. Donc, ta réponse conditionnée, c'est agir instantanément face au danger. Ok? Et votre réponse conditionnée est que l'ego, le moi, doit remplir, doit agir, doit diviser. C'est votre réponse conditionnée. Le moi est très important pour vous. Et toute votre culture est basée sur cela. Donc, vous ne voyez pas de danger de votre conditionnement. Tu vois le danger d'un serpent à cause de votre état. Parce que des milliers de générations l'ont dit. Attention, serpents, ils sont dangereux. Et des milliers de générations ont dit, le moi est très important. Mais tu ne vois pas le danger de ce conditionnement. Comme le moi qui est important, comprenez?
Dans un sens, ce conditionnement vous met en garde contre le danger. Et un autre conditionnement dit continuez, même si c'est dangereux. Est-ce clair et simple? Maintenant, le voyez-vous? Ou le voyez-vous simplement comme une théorie intellectuelle? Comme idée à accepter? Ou traduisez-vous ce que vous voyez selon vos envies? D'accord ou en désaccord? Ou le voyez-vous réellement comme un énorme danger? Si vous voyez cela comme un danger, la vie devient extraordinairement simple. Parce que tout notre conditionnement est basé sur cela. Que l'esprit doit être conditionné afin de fonctionner correctement dans le comportement humain. Et depuis des générations, l'esprit a été conditionné dans l'idée que le moi est de la plus haute importance. Et l'esprit étant tellement conditionné, ne voit pas à quel point c'est dangereux. Vous avez ça? Parce que, comme nous l'avons dit, là où il y a division, il doit y avoir conflit. Vous pouvez tolérer ce conflit. Vous pouvez dire, eh bien, c'est la nature humaine d'être en conflit. Et à travers le conflit, à travers la tension, vous produirez diverses formes de littérature. Et à travers cette tension, cette contradiction, ce que vous produisez est appelé créatif. Et est-ce créatif? Ou est-ce le résultat d'un esprit destructeur? Il devient donc primordial de découvrir par vous-même. Si vous êtes sérieux, comment tu observes? Si vous observez le moi comme un étranger qui regarde à l'intérieur, observez le moi comme d'un moi supérieur. Vous suivez tout cela? Et donc, acceptez la division. Où voyez-vous tout ce phénomène dans son ensemble, non verbalement? Par conséquent, lorsque vous le voyez non verbalement, non idéologiquement, alors vous êtes en contact direct avec ce qui est dangereux. Donc, vous agissez immédiatement, pas à une date ultérieure.
Et c'est l'un de nos conditionnements. Nous acceptons un processus d'action graduelle. Autrement dit, nous nous disons, je changerai plus tard, progressivement. Il est impossible de changer instantanément. Les églises, les religions, les psychologues, les analystes acceptent ceci. Vous ne pouvez pas changer instantanément. Vous devez avoir le temps. Vous devez avoir le temps d'aller au paradis. Mais en attendant, semez les graines du mal. Donc, vous acceptez cela comme faisant partie de votre culture, qui induit la paresse, gaspillage d'énergie et une activité destructrice tout le temps. La question devient donc extrêmement importante à poser. Si vous pouvez apporter un changement instantanément en vous-même, psychologiquement. Et comme vous le voyez, cela peut être fait instantanément. Quand tu vois un danger, le danger de cette division entre l'homme et l'homme, créé par la pensée qui est le moi, alors on se demande, peut-on vivre dans ce monde sans le moi? Vous comprenez ma question? Le moi qui est ambitieux, le moi qui est compétitif, le moi qui poursuit le plaisir éternel par le pouvoir, le statut, l'argent, le sexe. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas rechercher le plaisir. Pour observer le phénomène du plaisir, de quoi il s'agit? Tu sais, il y a une grande différence entre plaisir et joie. Quand tu vois une belle chose, il y a une jouissance complète de cette beauté. Quand tu vois les montagnes dans la lumière du soir, il y a un grand plaisir, il y a une grande jouissance de la beauté de cette lumière sur cette colline. Mais quand cette jouissance est poursuivie par la pensée, vouloir que ça se répète demain, alors ça devient plaisir. Comme vous le faites sexuellement. Et le plaisir n'a rien à voir avec la joie. Ça vient naturellement, de manière inattendue, pleinement. Mais quand ça vient et que ça s'en va, la pensée le prend et dit, je dois poursuivre cela. Je dois avoir de la joie. Et donc, cela devient plaisir. Alors, quand tu vois tout cela clairement, sans aucun choix, car le choix n'existe que lorsqu'il y a confusion. Quand tu vois clairement que la beauté de cette vallée
doit rester aussi belle, il n'y a pas de choix. Tu fais tout pour le garder. Élire la bonne personne et ainsi de suite. Ce n'est que lorsque vous êtes confus, pas clair, alors tu choisis. Et à partir de ce choix, vous créez un conflit. Il est donc très important de voir clairement, sans aucune distorsion. Et il y a de la distorsion quand il y a le moi qui divise. Ok? Maintenant, voudriez-vous poser des questions? L'interlocuteur. Monsieur. Juste une minute, monsieur. Respirez. Tu sais, pour poser une question, non seulement du haut-parleur, mais pour vous poser une question et pour poser la bonne question, pour poser la bonne question, si vous posez la bonne question, vous obtenez la bonne réponse. Si vous posez une mauvaise question, bien sûr, il n'y a pas de réponse. Il est donc très important de poser la bonne question et pour savoir pourquoi vous posez cette question. Parce qu'en posant la bonne question, il y a la bonne réponse. Et à qui posez-vous la question? Posez-vous la question à l'orateur pour obtenir la réponse? Ou posez-vous la question pour enquêter ensemble? Si vous posez la question afin d'enquêter ensemble, nous partageons ensemble la question. Ce qui signifie qu'une question partagée signifie que c'est une question intense. Que c'est un problème. Et le partage implique que tu dois être au même niveau, en même temps, avec la même intensité. Sinon la question n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas le partager. Tout cela ne vous empêche pas de poser la question, s'il vous plaît. Mais pour le découvrir par vous-même. Profondément. Pourquoi vous posez la question, que ce soit superficiel ou une vraie question qui exige une action de votre cœur et de votre esprit? Bon, allons-y. Question. Monsieur, je voudrais demander, pendant que je suis assis ici à t'écouter, j'ai le sentiment que ce que tu veux que nous comprenions est un désir pour nous de comprendre. Et il me vient à l'esprit que vous voulez en fait que nous comprenions ce que vous dites. Pour continuer ça. Juste une minute, monsieur. Les cloches sont plus fortes. Pouvez-vous m'entendre maintenant, monsieur? Monsieur, pouvez-vous écouter ces cloches sans les verbaliser? Juste pour écouter le son. Non pas que ce soit une église catholique ou protestante ou ceci ou cela, mais juste pour écouter la beauté du son.
Oui, monsieur. J'ai bien peur d'avoir oublié la question. Avez-vous, certains d'entre vous pratiquent probablement ce qu'on appelle la méditation transcendantale, n'est-ce pas? Certains d'entre vous? Autrement dit, par la répétition d'une mantra, quel est le son? Flotter dans quelque chose. Nous n'entrerons pas dans toute cette question. Nous le ferons peut-être demain matin. Le son a une importance extraordinaire. Après tout, la musique est un son. Pour entendre quelque chose très clairement, sans aucune interprétation, sans aucune distorsion, est une chose merveilleuse. Pour entendre un autre parler et l'écouter sans aucune interprétation, alors vous êtes en relation directe avec cet orateur. Peut-être que certains d'entre vous ce matin ont écouté sans interpréter, sans comparer, sans dire si se contredit, ou ceci ou cela, écoutant réellement, sans aucune image entre vous et l'orateur. Alors tu verras que si tu écoutes si attentivement, alors vous écoutez. Et cet acte d'écoute résout tous les problèmes. Maintenant, quelle était la question? Oui, monsieur. Je n'ai jamais posé une question. Je pensais que vous l'aviez oublié. Non, c'était juste, je ne l'avais pas oublié. La question que je souhaitais poser, alors que je suis assis ici aujourd'hui à t'écouter, j'ai le sentiment que tu es en insistant sur le fait que vous voulez que nous obtenions ce que nous voulons. Tu veux, vous essayez de communiquer. Il y a quelque chose entre toi et moi, peut-être, qui souhaite faire passer ce message. Vous avez une motivation, vous avez une inspiration, vous avez un lecteur. Ça donne envie de venir ici. Cela vous donne envie de vous asseoir, de nous parler. Cela vous donne envie de communiquer avec nous. Où vous situez-vous par rapport à ce moi? Vous venez ce matin, le questionnaire dit, avec un motif. Vous voulez que nous comprenions quelque chose de ce que vous dites. Alors, cela devient un motif. Vous êtes catégorique dans ce que vous voulez dire. Quelle est la relation entre ce motif et le moi? Et le moi en moi? Ok? Tout d'abord, qu'entendons-nous par communication? Le mot communier signifie partager. Penser ensemble. Pour créer ensemble. Être au même niveau, au même moment, avec la même intensité, sinon vous ne pouvez pas comprendre ce qui est dit. C'est ce que signifie le mot communication. Si vous le recherchez dans un dictionnaire, vous le trouverez.
Maintenant, la question est, quelle est la relation ou la communication entre le motif qui te fait venir ici ce matin et le moi que vous devez avoir en venant? Est-ce la question, monsieur? Oui, c'est exact. Maintenant, pourquoi suis-je venu ce matin? Quel est le motif? Tout d'abord, y a-t-il un motif? Motif, le mot motif signifie bouger. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? Maintenant, si je suis venu ici, si l'orateur est venu ici ce matin pour se sentir exalté, recueillir, en vous parlant, une certaine forme d'énergie, c'est-à-dire vous exploitez pour lui-même. Vous suivez tout cela? Alors, cela devient un type particulier de motif. C'est-à-dire qu'en s'adressant à vous, l'orateur obtient satisfaction. Alors, ce doit être un motif. Mais si l'orateur n'a aucun désir ou aucune intention de rassembler de la force, de l'excitation ou de l'énergie en parlant, alors il n'y a pas de motif là-dedans, n'est-ce pas? Vous suivez tout cela? Je ne suis pas venu pour vous exploiter. L'orateur n'est pas là pour ressentir un certain frisson pour lui-même en parlant aux gens. Ce serait de l'exploitation. Ok? Donc, ce n'est pas pour ce genre de motif qu'il est venu. Alors, pourquoi est-il venu? Et qui pose cette question? Toi, assis là, en disant pourquoi êtes-vous venu? Quelle est la raison de prendre tout ce problème et de nous adresser? À quoi ça sert? Souhaitez-vous poser cette question si vous voyez une belle fleur? Direz-vous pourquoi existez-vous? Quelle est votre motivation? Pourquoi est-il si belle? Quelle belle odeur vous avez? Souhaitez-vous poser cette question? Vous ne le feriez pas, n'est-ce pas? Tu regarderais juste. Vous dites comme c'est beau, comme c'est beau. Ensuite, ce que vous regardez est votre propre beauté. C'est tout. Vous avez compris la réponse? Oui. Monsieur, pourriez-vous partager avec nous ce que vous voyez quand vous observez un arbre? Souhaitez-vous partager avec nous certains de vos sentiments lorsque vous observez un arbre, quand tu observes la montagne, lorsque vous observez le mouvement d'un oiseau, ou la lumière sur l'eau, ou un visage vraiment beau avec un sourire? Quel est ton sentiment? Partagez-le avec nous, demande le monsieur. Je ne sais vraiment pas, mais nous allons essayer. Tout d'abord, lorsque vous observez un arbre,
Vous ne vous identifiez pas à l'arbre. L'identification à quelque chose est un autre phénomène de séparation. Ok? Je m'identifie à vous parce que je suis séparé de vous. Je m'identifie à Dieu ou avec une idée ou avec une certaine beauté parce que je ne suis pas belle. Je m'identifie à ça. Maintenant, quand je regarde un arbre, quand l'orateur regarde un arbre, il n'y a pas d'identification avec l'arbre. Il ne devient pas l'arbre. Dieu merci. Ok? Ce serait absurde s'il devenait l'arbre, non? Il n'y a donc pas d'identification. Ensuite, lorsque vous observez de manière non verbale, que se passe-t-il? Non verbalement, impliquant sans image. Ok? J'entre dans cela, vous allez y faire face vous-même actuellement. Que se passe-t-il entre l'observateur et l'observé? Si l'observateur est plein d'images, puis la chose observée n'a aucune relation avec l'observateur. Ok? Cela devient compliqué. S'il y a un observateur comme penseur, puis il y a division entre l'observateur et l'observé, c'est clair, n'est-ce pas? Pas vrai, monsieur? Maintenant, pouvez-vous observer l'arbre sans observateur? L'observateur étant l'image, la connaissance, la déclaration verbale, c'est une chaîne. Autrement dit, pouvez-vous observer un arbre sans aucune image? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une perception de l'arbre que vous n'avez jamais vue auparavant. Il y a une communication, un partage avec l'arbre, la beauté de l'arbre, la forme de l'arbre, la feuille, la lumière du soleil sur une feuille particulière. Vous en voyez la totalité sans division. Ce qui est un sentiment totalement différent de la prise des médicaments, qui détruit la séparation entre vous et l'arbre. Nous n'entrerons pas là maintenant. Allons un peu plus loin. Lorsque vous observez votre ami, votre femme, ou votre mari, ou votre garçon, ou fille, comment observez-vous? N'observez-vous pas avec une image? L'image que vous avez construite d'elle ou de lui, pas toi? Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a division entre vous et la personne que vous observez. Donc, tu ne vois jamais la personne du tout. Tu ne vois que la personne à travers l'image que vous avez de cette personne. N'as-tu pas remarqué ce phénomène entre un mari et une femme, entre des personnes qui se connaissent depuis un certain temps? Vous regardez cette personne à travers l'image que vous avez construite pendant la période de 25 ans, ou même un jour. Vous n'êtes donc jamais en communication avec cette personne.
Ainsi, vous pouvez être lié en communication avec un autre seulement lorsqu'il n'y a pas d'image en cours de formation. Vous savez, c'est une tâche assez ardue, ceci. Surtout quand vous vivez avec quelqu'un jour après jour. Ne pas créer une image de cette personne. Quand vous dites « je connais cette personne », tu veux dire que tu sais ou tu as su ou l'as connu 10 jours ou 10 ans. Vous ne connaissez pas tel qu'il est maintenant. Donc là où il y a une image, il doit y avoir division. Et là où il y a une image, il ne peut y avoir aucune communication entre vous et un autre. Et c'est pourquoi nos relations entre nous sont si pourries. C'est pourquoi nous nous disputons perpétuellement. C'est pourquoi, si vous avez une image de la réalité, sur la vérité, sur Dieu, sur l'incommensurable, alors il y a une division entre vous et cela. Oui, monsieur? Juste une minute, monsieur. J'aimerais savoir pourquoi vous évitez d'utiliser le terme « je » en référence à vous. Je suis perplexe quand je vous observe. Par exemple, vous dites « quand je ». Alors vous vous corrigez. Vous dites « je ». Peu importe, monsieur, ce n'est pas important. Vous vous corrigez, dit l'orateur. Ce n'est certainement pas important. Oui, monsieur. Je n'avais pas le choix de naître. Je n'ai pas le choix de mourir. Je n'ai pas créé l'existence. Je n'ai pas de choix. Pourquoi les problèmes dans le monde maintenant? Mes problèmes. Je n'ai pas le choix de naître. Je n'ai pas le choix de mourir. Je n'ai pas le choix dans tous les problèmes qui existent. Pourquoi suis-je accablé de tous ces problèmes? Bon, monsieur, c'est la question, n'est-ce pas? Pas complètement. Je ne suis pas insensible à ce qui se passe dans le monde. Mais le monde n'est pas ma création. Le monde n'est pas ma création. Et je ne suis pas insensible au monde. Question inaudible. Quelle est la question, monsieur? Pourquoi l'existence? Pourquoi est-ce que j'existe? Dit Krishnamurti. Le fait est que vous existez. Il est bien plus important de comprendre votre existence que pourquoi vous existez. J'existe, tu existes, le monde existe. Le monde, c'est moi. Je suis le monde. Si vous comprenez cela une fois, pas verbalement, mais en fait de sentir, de savoir, de comprendre que tu es le monde, parce que tu as créé le monde. Par ta cupidité, par ton ambition, à travers votre concurrence, à travers votre envie, par ta violence, par ton désir d'accomplir, vous avez créé ce monde. Vous, vos parents, vos grands-parents, la culture, vous avez créé ce monde. Et si tu dis, je n'en suis pas responsable, mais ma grand-mère l'est, cela n'a aucun sens.
Nous en sommes responsables. Et donc, étant responsables, nous devons le résoudre. Nous devons faire. Ne dites pas simplement « Nous sommes le monde » et asseyez-vous. Alors, pour voir ce qu'est le monde, c'est se voir. Et dans la compréhension de nous-mêmes, nous résoudrons les problèmes, non seulement de l'être humain, mais du monde. Je comprends, monsieur. Je veux t'écouter. Et c'est pourquoi je suis venu ce matin. Mais mon esprit ne peut pas supporter une longue période à travers laquelle je peux écouter. Que dois-je faire? Est-ce que c'est ça? Ne fais rien. Non, écoutez. Si ton esprit s'égare, laisse-le s'égarer. Ce qui signifie que vous n'êtes vraiment pas intéressé à écouter. Mais si vous dites, eh bien, je vais écouter, et pourtant il s'égare, alors vous avez créé un conflit. Vous comprenez, monsieur? Laissez-le s'égarer. Regardez l'arbre. Quand vous regardez l'arbre, regardez-le. Regardez-le de tout votre être. Et vous ne pouvez pas soutenir. Regardez l'arbre de tout ton être pendant une demi-heure. Alors, ton esprit s'égare. Pense à, je ne sais pas, alors pensez-y. Ne dites pas, je ne dois pas penser, je dois écouter. Alors, quand tu veux écouter, écoute aussi longtemps que tu peux. Complètement. Complètement. Et quand la pensée passe à autre chose, regarde ça aussi. Afin qu'il n'y ait aucun conflit. C'est seulement l'esprit qui est complètement sans conflit est un esprit créatif. Ça suffit, monsieur.